Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principal devises étrangères? La parité franc congolais principale devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. En dollars vaut 2857,2060 francs congolais. En euros équivaut à 3234,1135 francs congolais. En francs CFA égale à 4,9304 francs congolais. Et en rand sud-africain vaut 156,2580 francs congolais. Et au marché parallèle, un dollar égale à 2860 francs congolais, en euros équivaut à 2989 francs congolais et un franc CFA égale à 4,3 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a connu encore une hausse. Elle coûte 9500 $ contre 9487,50 $ américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une légère baisse. Il coûte 33 630,52 $ contre 33 664,59 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 370,96 $ contre 3 294,55 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 57,99 $ contre 58,17 $ américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 9 175 $ contre 9 146 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC et les États-Unis entretiennent des relations bilatérales depuis des décennies, mais les États-Unis n'ont jamais investi en RDC comme les Chinois, les Indiens et les autres. Qu'est-ce qui va changer avec le deal mine contre soutien diplomatique et sécuritaire dont on parle aujourd'hui? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur, il est stratège, lobbyiste. On va parler de ces questions. Professeur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour Eric Ambago et merci de m'avoir invité une fois de plus. Je vais directement à la première question. Les États-Unis, depuis plusieurs années, en laissant un peu distant par rapport à la RDC, on a vu même que avant la chute du maréchal Mobutu, qu'ils avaient désigné des pays pour gérer la région des Grands Lacs. Pourquoi les États-Unis s'intéressent fortement à la RDC aujourd'hui? Merci beaucoup. Les États-Unis s'intéressent à la RDC actuellement pour leurs propres intérêts. Et là, il ne faut pas se leurrer, n'est-ce pas? Ce n'est pas par amour, ce n'est pas parce qu'ils aiment les Congolais ou ils aiment la tête du chef de l'État. C'est simplement par leurs propres intérêts. Ils veulent gagner à tout prix ou ils veulent aussi que la RDC se développe? Naturellement, ils veulent gagner, mais c'est un tango, n'est-ce pas? Ça se danse à deux. Donc, c'est à la RDC de bien, disons, je cherche des mots polis, donc de bien s'assurer de ses intérêts. Ce ne sont pas les États-Unis qui vont assurer à tout prix les intérêts de la RDC. Donc c'est à la RDC de s'assurer de ses intérêts. Alors à ce sujet, vous avez rédigé un livre blanc qui pose 10 questions essentielles. Tout à fait. On va y aller point par point. La première question, que veut le président Donald Trump? Merci beaucoup. Le président Donald Trump est dans une logique dite mercantiliste. Dans la logique mercantiliste, c'est une logique d'accumulation de richesses et d'exercice de puissance. Dans cette logique mercantiliste, certains économistes y parlent de néo-mercantilisme ou de crypto-mercantilisme.
il établit son plan économique à 3 niveaux. 1, il voit la monnaie. 2, le commerce. Et 3, la technologie. Au niveau de la monnaie, Donald Trump essaye d'analyser l'après-dollar. Signifie, il sait que le dollar est menacé et le déclin arrivera. Et actuellement, on a la montée de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Ainsi, Donald Trump, au niveau de sa stratégie monétaire, essaye de pousser vers une catégorie de crypto-monnaies qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins, ce sont une catégorie de crypto-monnaies différentes, par exemple, du Bitcoin, qui sont des crypto-monnaies à cours libre, donc qui fluctuent au gré, n'est-ce pas, des spéculations. Les stablecoins sont plutôt des crypto-monnaies qui sont adossées sur une réserve de monnaie. Et Donald Trump fait la promotion d'une stablecoin particulière qui est adossée sur le dollar, c'est-à-dire que sur des réserves en dollars. Sa vision en termes de monnaie est que si jamais le dollar était menacé et que la crypto-monnaie a de l'ampleur, que ce soit la crypto-monnaie adossée sur le dollar, ce qui serait un peu un néo-dollar. Ça, c'est au niveau de la monnaie. La crypto-monnaie qui est quoi? C'est quoi? Merci. La crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique. C'est une monnaie électronique particulière qui est basée sur une technologie appelée la blockchain. La blockchain, excusez-moi, c'est un peu technique, mais je fais de mon mieux. Qui est l'origine de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la DeFi, donc Decentralized Finance. C'est-à-dire que les gens se sont préoccupés à comment on peut faire des échanges monétaires sans nécessairement passer par les banques. Et ça, c'est une réflexion qui a eu à l'issue de la crise financière de 2008. Et cela est né la crypto-monnaie. Donc, les gens peuvent s'échanger de l'argent sans nécessairement passer par des banques, mais de façon sécurisée. Et cela prend de l'ampleur de telle sorte que la CeFi, la Centralized Finance, les banques aussi ont compris qu'avec la crypto-monnaie, on a des avantages tels que si on envoie un envoi SWIFT d'argent qui peut faire 2-3 jours pour arriver, avec la crypto-monnaie, ça peut se faire en 1 minute, en 30 secondes ou en 2 minutes, dépendant de la connexion Internet. Donc les banques s'adaptent aussi Donc oui, les banques s'adaptent à cela parce que finalement, il apparaît que la monnaie électronique, c'est le futur, n'est-ce pas, dans le monde monétaire. Et Donald Trump, en ce moment, anticipe, n'est-ce pas? Il veut que ce soit cette crypto-monnaie adossée sur le dollar qui dominera encore le monde. Et pour cela, c'est lié à sa deuxième stratégie, celle du commerce. Parce que si les États-Unis augmentent leurs exportations, ça signifie que lorsque vous exportez, on vous paye, n'est-ce pas? On peut vous payer en dollars ou vous pouvez proposer qu'on vous paye en crypto-monnaie, donc en stablecoin, adossé sur le dollar. Ce qui fait que, en quelque sorte, donc là, sa vision monétaire et la vision commerciale, c'est lié. Et pour cela, dans sa vision commerciale, il faut que les États-Unis augmentent leurs exportations. Or, de façon historique, la balance commerciale des États-Unis est déficitaire de façon structurelle. La balance commerciale, pour les auditeurs, ça veut dire quoi? La balance commerciale, c'est une évaluation entre ce qu'un pays importe et ce qu'un pays exporte. Alors, si un pays exporte plus qu'il importe, on dit que la balance commerciale est excédentaire. Et une balance commerciale, c'est un indicateur économique important. Une balance commerciale excédentaire veut dire que ce pays-là produit beaucoup et qu'il est à même de répondre à la demande internationale. Et une balance commerciale déficitaire veut dire que ce pays importe beaucoup plus qu'il exporte. Les États-Unis, dans une stratégie qui a été mise en place depuis plusieurs années, importent beaucoup plus qu'il exporte. De telle sorte que le déficit commercial entre les États-Unis et la Chine est d'environ, à ce jour, 300 milliards de dollars. Et le déficit commercial dans l'ensemble des États-Unis avec le reste du monde est de 900 milliards de dollars. Mais faites attention. C'était une stratégie. C'est-à-dire que si les États-Unis ont un déficit commercial avec le monde de 900 milliards, cela ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un problème.
parce que les États-Unis produisent beaucoup en termes de services, de telle sorte que son produit intérieur brut, donc l'accumulation de richesses qu'il a à l'heure actuelle, est d'environ 29 000 milliards de dollars, qui fait des États-Unis le premier pays, la première puissance mondiale. Et vous voyez, lorsque l'on produit 29 000 milliards de dollars annuels et qu'on a un déficit de 900 milliards, ce déficit commercial est absorbé. Oui. Mais Donald Trump ne voit pas les choses comme ça parce qu'il est dans une logique mercantiliste. Et dans cette logique mercantiliste, ça signifie que je suis puissant. Il ne considère pas un État puissant avec un déficit commercial. Voilà pourquoi il s'attaque, n'est-ce pas, à la seconde puissance mondiale, la Chine, avec laquelle ils ont eu des accords, n'est-ce pas, depuis 1979, ayant fait de la Chine, n'est-ce pas, l'usine du monde. Donald Trump est donc dans une logique de bouleversement du modèle économique mondial en imposant son modèle où non seulement les États-Unis seraient la première puissance financière, mais elle serait aussi la première puissance commerciale. Pour cela, il faut menacer la Chine parce que la Chine est responsable au niveau manufacturier d'environ 30% de ce qui est produit au monde. Et les États-Unis sont responsables de pratiquement la moitié de la Chine, de 16%. Donald Trump dit que ce n'est pas suffisant. Il faut que les États-Unis produisent plus. Mais les États-Unis eux-mêmes avaient toléré que toutes les fabrications, que toutes les productions se fassent en Chine parce que la main-d'œuvre est bon marché. Exactement. Cela date de 1979, lorsque les États-Unis établissent les relations de coopération bilatérale avec la Chine en 1979. Ils établissent aussi que la Chine devient l'usine du monde. Lorsque vous achetez même des baskets Jordan aux États-Unis, vous voyez que c'est écrit Made in China, n'est-ce pas? Mais Donald Trump comprend une chose. Il reproche à la Chine d'appliquer des méthodes hostiles pour encourager, n'est-ce pas, son commerce extérieur. Notamment, les États-Unis reprochent à la Chine de forcer un transfert de technologie. Donc, la Chine applique une méthode de transfert de technologie forcé. Lorsque vous installez vos usines là-bas, vous êtes forcé de transférer la technologie. Les États-Unis reprochent, particulièrement Donald Trump, à la Chine aussi de pouvoir voler, n'est-ce pas, ou violer les propriétés industrielles. Donc, elle s'approprie de façon malicieuse, n'est-ce pas, les propriétés industrielles des autres qui s'installent en Chine. Mais aussi, la Chine a une politique de ménager les investisseurs étrangers. Et enfin, les États-Unis reprochent à la Chine d'appliquer un mécanisme de subvention des exportations qui finit par être une concurrence déloyale. Donc nous sommes déjà plein pied dans la deuxième question, quid des rivalités économiques entre la Chine et les États-Unis. Exactement. La question ici, j'insiste que Donald Trump est dans une logique mercantiliste. Dans une logique mercantiliste, c'est accumulation de richesses, n'est-ce pas, exercice de la puissance. Et Donald Trump ne peut pas considérer, il considère que ce qu'a été le modèle économique américain d'accepter un déficit commercial structurel n'est pas une bonne voie. Lorsqu'on est premier, on doit être premier dans tout, n'est-ce pas? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer, parce que, comme j'ai dit, les États-Unis sont premiers au niveau financier, mais ils ne sont pas premiers au niveau commercial. Et Donald Trump dit, ça doit changer. Parce que s'il fait la promotion des exportations veut dire promotion de la production locale. Et il promet donc aux Américains en disant, écoutez, soyez calmes. Moi, ce que je fais, c'est pour vous. Parce que s'il faut promouvoir les exportations, donc cela va augmenter la production. Donc, on va faire un appel aux investissements. Vous aurez beaucoup plus d'emplois, vous serez beaucoup plus riches, vous serez beaucoup plus stable. Et les États-Unis, quoique à l'heure actuelle, le PIB de la Chine soit beaucoup plus faible, donc un peu plus de 10 milliards
10 000 milliards de dollars et que le PIB, le produit intérieur brut par habitant des États-Unis soit autour de 86 000 dollars par habitant et celui de la Chine d'autour de 13 445 dollars, mais les États-Unis ne négligent pas la montée en puissance, n'est-ce pas, de la Chine. Le troisième pilier qui entre dans la rivalité, c'est celui technologique. Parce que Donald Trump fait de son troisième pilier la technologie. Donald Trump veut assurer une domination du monde par la technologie à travers les géants. Mais il y a aussi la Chine, n'est-ce pas? Il y a aussi la Chine qui a ses TikTok, qui a Alibaba, ainsi de suite. Mais vous voyez que dans cette rivalité, Donald Trump n'a pas hésité de pouvoir bloquer TikTok aux États-Unis parce que il mise aussi sur le fait que la Chine compte sur les États-Unis, qui est une société de consommation de 250 millions d'habitants. Et en privant la Chine du marché américain, les États-Unis comptent donner un coup dur à la Chine pour retarder le développement commercial de la Chine et permettre aux États-Unis en ce moment-là de trouver un mécanisme pour intégrer le marché. Mais les États-Unis ont pris du retard. Ça fait des décennies que la Chine a eu le temps de se préparer et aujourd'hui a étendu ses tentacules à travers le monde, surtout sur le continent africain avec tous ces accords de proximité, de préférentiel avec les Africains. La Chine a pris une longueur d'avance. Exactement. Donald Trump n'hésite pas de dire que ses prédécesseurs n'ont pas n'ont pas mis en place les bonnes stratégies. Pour lui, le fait que le déficit commercial structurel veut dire planifié, on accepte que nous soyons en déficit commercial, c'est comme ça. Lui, il dit, mes prédécesseurs ont fait une erreur. Voilà pourquoi il a le slogan, faire des États-Unis un pays plus riche, plus fort, n'est-ce pas? Make America great again. Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il considère que ça a été des erreurs stratégiques. Mais aussi, il faut savoir que les États-Unis, dans leur politique, c'est là où la Chine a compris, les États-Unis mêlent toujours les affaires avec la politique. Et il y a eu, à la fin des années 1990, à la fin vers 2000, il y a eu un ras-le-bol, n'est-ce pas, des ingérences politiques des États-Unis dans les pays africains lorsque ils mettent de l'argent. Et ce ras-le-bol-là des pays africains a profité à la Chine. C'est comme ça qu'en 2000, la Chine organisera son premier forum à Pékin entre les pays africains et la Chine pour dire, regardez, ceux-là, lorsqu'ils viennent chez vous, ils se mêlent à la politique, ils veulent vous dicter ce que vous devez faire. Nous vous donnons l'argent sans s'ingérer dans votre politique. Et ceci a été le début de la percée de la Chine en Afrique. Mais c'est assez curieux parce que à l'époque de la guerre froide, on avait le bloc russe et le bloc américain, on va dire comme ça. Les Américains n'ont pas profité de l'occasion pour, profiter de l'économie africaine, l'économie de leur bloc pour se développer, prendre une longueur d'avance, même sur la Russie à l'époque. Non, mais ils l'ont fait. Voilà pourquoi pendant toute la guerre froide, les États-Unis ont tenu à être maîtres de certains pays, notamment la République démocratique du Congo. Juste sur le plan sécuritaire. Non, mais les États-Unis ont été très très présents, même en termes d'investissement ici en République démocratique du Congo. Mais c'est comme je l'ai dit, il y a eu un vent politique de ras-le-bol, n'est-ce pas, vers les années 2000. Vous savez, c'est une vague qui arrive et un autre grand en profite. Mais maintenant,
On a vu, par exemple, Tenke Fungurume Mining, ça a été encore une des grandes, un des grands investissements américains. Mais comment Tenke Fungurume Mining est parti? C'est sur des oppositions politiques avec le président Kabila. Donc, c'est ça, au fait, la logique américaine. Les Américains ont du mal à pouvoir dissocier l'économie de la politique, des questions de gouvernance, des questions de corruption, de détournement, de droits de l'homme. Donc c'est lorsqu'on deal avec les Américains, on doit savoir que culturellement, c'est cela. Mais il faut savoir que en tant qu'employeurs, les Américains sont meilleurs employeurs que les Chinois. Alors, disons ça, c'est vu des Congolais. Alors, une autre question aujourd'hui, pourquoi la RDC représente un enjeu stratégique pour les États-Unis aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vais récapituler la stratégie économique de Donald Trump. Elle est à 3 niveaux. La stratégie économique, Donald Trump veut imposer la domination des États-Unis par la monnaie. Il veut imposer la domination des États-Unis par le commerce, en développant le commerce international, en imposant des droits de douane pour augmenter la présence commerciale des États-Unis et rivaliser celle de la Chine. 3, par la technologie. Et qui dit technologie, c'est là où la République démocratique du Congo entre en jeu autant que l'Ukraine. Donc, Donald Trump s'intéresse à la RDC pour les mêmes raisons qu'il s'intéresse à l'Ukraine. C'est pour booster l'industrie technologique. Et nous savons que pour booster l'industrie technologique, à l'origine, il y a des matières premières. Il y a des matières premières à ce jour telles que le coltan. Le coltan, la République démocratique du Congo possède plus de 60% du gisement. Donc, lorsqu'un Donald Trump réfléchit sur comment il peut faire des industries technologiques américaines beaucoup plus fortes, il y a un besoin de matières premières. Le coltan, ça se trouve où? Ça se trouve au Congo, donc le Congo m'intéresse. Il y a aussi, par exemple, le cobalt, il y a aussi le lithium. Mais l'Ukraine aussi possède quelques de la catégorie qu'on appelle les métaux rares. Donc c'est pour ces mêmes raisons, les mêmes raisons qui s'ingèrent corps et âme dans les problèmes de l'Ukraine, qu'il s'ingère dans les problèmes de la RDC. Et je me répète, c'est pour des raisons du troisième pilier de la stratégie de Donald Trump, c'est d'augmenter la puissance. Ils sont déjà forts, mais comment faire pour qu'ils soient davantage forts? Ils ne doivent pas manquer de matières premières. Et ces matières premières, on peut les trouver massivement en République démocratique. Donc on va s'attendre à l'arrivée massive aussi des entreprises américaines comme à l'époque avec Freeport McMoran de TFM. Alors, merci beaucoup. Hein. Ça c'est une bonne question. Elle m'amène, permets-moi Eric, de répondre à une question parmi les 10 que je me suis posée. C'est que on devrait se poser la question, nous Congolais, pendant qu'on s'apprête à dealer avec les Américains, entre le trading, ça signifie le commerce, et l'investissement, qu'est-ce qui intéresse les plus les Américains? Ce qui intéresse les Américains, c'est avant tout ce qu'on peut faire maintenant. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire maintenant, c'est le trading. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, oui, elle aime que les Américains puissent investir. Mais les Américains vont poser aussi une question de dire combien de tonnes de coltan par mois, gouvernement congolais, êtes-vous capable de pouvoir nous mettre sur la table par mois en l'état, n'est-ce pas? Parce qu'en l'état... Avant l'exploitation, etc. Non, je vous disais que dans l'exploitation artisanale, attendez, le Rwanda est le premier exportateur de coltan congolais. A-t-il installé une usine au Congo? C'est ça la question. Il n'y a pas d'usine. Mais comment il fait pour fournir? C'est-à-dire qu'il y a une organisation de l'exploitation artisanale. Alors, connaissant la mentalité américaine, il est important que le gouvernement congolais se prépare à faire aussi la même chose. Il ne faut pas seulement s'attendre au moment où ils vont investir. Pourquoi? Parce qu'un projet d'investissement prend du temps. Ça prend au moins 3 ans pour que, n'est-ce pas, en investissant dans une mine, on puisse commencer, n'est-ce pas, à sortir ne fût-ce que la première tonne. Ça peut prendre de 3 à 5 ans. Mais vous imaginez, 3 à 5 ans, c'est déjà le premier mandat de Donald Trump, n'est-ce pas? Il finit déjà son premier mandat. Donc, si la République démocratique du Congo veut être attractive, n'est-ce pas? Eh bien, et je le dis malheureusement, c'est à ce niveau-là que le Rwanda a un avantage concurrentiel
un avantage comparatif sur la RDC. Parce que le Rwanda, lui, ayant déjà l'habitude de comment il fait, peut dire aux États-Unis, voici, je te mets par mois 50 tonnes de coltan. La République démocratique du Congo, je veux juste attirer l'attention des décideurs pour dire que l'investissement, oui, mais les entreprises américaines ne vont pas attendre 3 ans. N'est-ce pas? Ils ont besoin de coltan aujourd'hui, ils ont besoin de cassitérite aujourd'hui, ils ont besoin de wolframite aujourd'hui. Il est important que la République démocratique du Congo puisse organiser, n'est-ce pas, le financement de l'artisanat pour être prêt à livrer en attendant les gros investissements. Mais il y a le SAIMAP qui est là pour gérer justement l'artisanal. Exactement. Ce que moi je vais demander en clair, c'est que le SAIMAP, qui est un bras administratif, puisse être couplé d'un bras financier. Dans ce monde des mines, c'est celui qui préfinance la production qui est le propriétaire de ce qui est produit. Eh bien, le SAIMAP aura beau recenser, récolter des taxes, mais qui finance ces artisanaux? Le livre La route du minerai congolais démontre que, n'est-ce pas, en matière de coltan, il y a depuis 30 ans des filières bien organisées de préfinancement de la production au Rwanda. N'est-ce pas? Ils préfinancent la production au Congo. Et c'est comme ça que la plupart des quantités arrivent, n'est-ce pas, au Rwanda, parce que ceux qui ont financé sont rwandais. Donc ceci veut dire que chez nous, le SAIMAP ne doit pas se limiter à être une structure administrative qui collecte les taxes. Eh bien, si ce n'est pas le SAIMAP, il doit y avoir une autre structure, ou alors modifier la loi qui crée le SAIMAP pour qu'elle devienne aussi une structure de financement afin que ce que les creuseurs vont produire soit congolais et que ce soit les quantités que la République démocratique du Congo peut présenter aux Américains, parce qu'à ce jour, je me pose la question, si la République démocratique du Congo peut présenter des quantités de coltan aux Américains. Aujourd'hui, la RDC n'est pas encore prête à proposer des quantités de coltan, de cassitérite aux Américains. C'est pas possible. Mais je suis en train de dire que ça peut s'organiser très vite. Comment? On a déjà le SAIMAP qui fait l'organisation. Il suffit maintenant d'organiser le préfinancement. Parce que les acteurs sont connus. Qui peut préfinancer? L'État peut préfinancer. L'État peut préfinancer la production. Mais au Rwanda, c'est un système très organisé à partir du gouvernement, hein, n'est-ce pas? Nous aussi, nous pouvons organiser. Le SAIMAP, il connaît les acteurs, donc les coopératives des creuseurs. Il suffit maintenant que ces creuseurs soient préfinancés pour que ce soit l'État congolais qui soit le propriétaire de ces quantités. Je venais de publier au début de la semaine un article sur du Zaïre à la RDC, de l'État marchand à l'État collecteur d'impôts. Mais il apparaît que pour en arriver là, il faut que nous revenons vers l'État marchand. N'est-ce pas? Parce que l'État marchand, c'est cet État qui fait les affaires, tel qu'on l'a vu à l'époque de Mobutu, malheureusement, pour certaines raisons, n'existe plus. L'État se contente de collecter les impôts et les taxes comme le fait le SAIMAP. Mais non, nous devons revenir vers l'État marchand, n'est-ce pas, où l'État se préoccupe à faire les affaires. Et dans ce contexte-là, le SAIMAP devrait avoir un bras financier pour le financer afin que l'État soit responsable de quantités qu'il peut présenter aux Américains. Maintenant, et j'insiste, ça dans la logique américaine, ils sont impatients de connaître ce que la République démocratique du Congo va offrir. Alors, il y a aussi cette question de certification de nos réserves, parce qu'on va proposer quoi aux Américains? Parce que nos réserves sont certifiées pour présenter dans ce deal USA-RDC. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Je vais répondre d'abord par une image. Nous sommes dans le cas où nous sommes une femme, la RDC est une femme, qui veut se marier à une personne nantie, qui a beaucoup d'argent. Alors, faut-il qu'elle se présente face à lui sale, n'est-ce pas, sans des cheveux tressés et tout ça, dans sa saleté, avec espoir, n'est-ce pas, que parce que cet homme a eu vent de sa beauté, n'est-ce pas,
qu'il apprendra comme ça. Non. La République démocratique du Congo doit savoir qu'elle a des efforts à fournir dans ce processus de relations d'affaires avec les États-Unis. On dit que la République démocratique du Congo regorge plus de 24 000 milliards de dollars américains en termes de sous-sol, mais il faut savoir qu'au niveau financier, seules les réserves certifiées ont de la valeur. Cela veut dire qu'il n'est pas indiqué que la République démocratique du Congo attende que les États-Unis viennent certifier pour nous les réserves qui feront objet, n'est-ce pas, des contrats. Eh bien, faute de certification, faute de savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, c'est ça le chemin tracé vers, n'est-ce pas, la mise en place des contrats léonins. Parce que les contrats léonins sont basés sur l'ignorance. Mais comment on peut certifier rapidement, monsieur le professeur? Mais il y a les méthodes satellitaires. Il y a les méthodes satellitaires, quoique qui possèdent un certain niveau d'incertitude, mais qui permettent, n'est-ce pas, au moins, c'est comme ça que les autres font. Lorsque vous parlez, par exemple, allez, il y a un gisement du côté de Kalima. Dans les négociations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des satellites là-bas qui essayent d'évaluer, n'est-ce pas? On dit, OK, il peut y avoir un gisement. Eux, n'est-ce pas? Leurs satellites. Ils peuvent vous flouer aussi. Non, ce n'est pas qu'ils vous flouent. Dans les négociations, ce n'est pas le partenaire qui vous donne les béquilles. C'est ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire que si vous, par vos méthodes archaïques, vous dites qu'il y a dans ce gisement plus ou moins 100 tonnes de coltan. Eux, ils envoient des satellites, n'est-ce pas, qui remarquent qu'il y a 1000 tonnes. Ils ne vous diront pas nécessairement. Vous allez continuer, vous signez, sachant qu'il y a plus ou moins 100 tonnes, mais eux, ils savent qu'il y a 1000 tonnes. Eh bien, c'est ça qui s'est passé avec le contrat chinois, n'est-ce pas, jusqu'à ce que l'IGF se rende compte qu'ils prennent un peu plus. Je voudrais dire qu'en ce moment ici, où les négociations ne sont pas encore clôturées, mon exhortation pour le chef de l'État serait que l'on puisse mettre en place une task force qui travaille déjà en amont sur un ensemble de préparations. On ne peut espérer une bonne négociation si on n'a pas suffisamment d'informations. Ça, c'est de un. On ne peut espérer une bonne exécution si nous ne résolvons pas, nous ne vainquons pas nos vieux démons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir un ensemble de problèmes non résolus et d'espérer y sortir gagnant. Je vais donner juste un exemple, permettez. Nous avons entendu parler d'un contrat sur 15 ans de 500 millions de dollars. Non, 500 milliards de dollars sur 15 ans. Bon, à ce niveau-là aussi, il ne faut pas qu'on soit trop, j'allais dire, en effervescence, parce que le secteur minier est gourmand. Et sommairement, déjà, je peux considérer que plus ou moins le 3/4 ira dans les investissements miniers et que c'est au moins 100 millions qui iront dans les infrastructures. 100 milliards qui iront dans les infrastructures, ce qui n'est pas peu. Mais alors, remarquez, nous parlons d'un contrat sur 15 ans. Or, la République démocratique du Congo, depuis près de 20 ans, n'a de plan stratégique de développement qui n'est que sur le court terme, ne dépensons pas les 5 ans. On plaindra qui, si la République démocratique du Congo, à ce jour, ne s'évertue pas à développer un plan de développement stratégique sur au moins 20 ans. Parce que il faut intégrer le plan de développement. Vous devez avoir votre vision de développement sur le long terme qui intègre ces accords. Et ça, ce ne sont pas les Américains qui vont le faire pour vous. Parce que sachez que entre l'homme et les infrastructures, ce qui permet le développement, c'est avant tout l'homme. Et l'homme qui s'organise, n'est-ce pas? Ça, ce sont ces choses sur lesquelles la République démocratique du Congo doit travailler maintenant. Parce que comment les États-Unis vont s'organiser pour tirer leur épingle du jeu, eux savent. Mais nous, est-ce que nous savons avec exactitude
comment nous intégrons ce contrat-là dans la dynamique de développement de la République démocratique du Congo sur le long terme, pendant que ça fait 20 ans qu'on n'a jamais eu un plan sur 5 ans. Voici des questions pour lesquelles il faut se poser. Alors, professeur, on va aller rapidement sur les 4 ou les 3, 5, 6 dernières questions. Pourquoi les RDC ou les États-Unis constituent un enjeu, on va dire, stratégique pour la RDC? Les États-Unis constituent un enjeu stratégique pour la RDC parce que, en tout cas, qu'on se le dise, les États-Unis constituent le dernier rempart, n'est-ce pas, dans le conflit de l'Est. Le chef de l'État considère que, étant donné que nous avons une guerre par procuration, si les États-Unis s'impliquent, cette guerre va prendre fin. C'est pas partout, dans les autres pays aussi, les États-Unis se sont impliqués, mais la guerre ne s'est jamais terminée. Il y a par contre eu un retour de la manivelle. Non, j'ai entendu ce discours. Il faut toujours contextualiser les choses. Dans ce contexte ici, où les minerais se retrouvent dans une zone de guerre, le coltan, la cassitérite, si les Américains veulent en avoir, disons, de façon légale, n'est-ce pas? De façon légale. Il faut qu'il y ait la paix. Donc, ils peuvent s'investir. Vous savez, en rigolant comme ça, un partenaire m'a dit aux États-Unis, tu sais, si nous signons, il me disait, moi, ça c'est un privé, un milliardaire américain qui me dit, si moi, je signe des accords avec votre gouvernement pour exploiter le coltan, cette partie-là sera en sécurité. Si un privé, n'est-ce pas, peut dire que si lui, il signe un accord, la guerre va finir dans cette partie-là, à combien plus forte les États-Unis, à combien plus forte raison les États-Unis. Ce sont des choses faisables, mais faut-il que nous puissions bien négocier. Alors, quelle est la procédure générale pour établir les relations d'affaires avec les États-Unis? Merci beaucoup. La procédure générale pour établir des affaires avec les États-Unis, c'est en 3 étapes. La première étape, généralement, il vient ce qu'on appelle un mémorandum d'entente. En anglais, MOU, Memorandum of Understanding. Les Américains, ils qualifient dans leur jargon un mémorandum d'entente un non-binding contract. Le non-binding contract veut dire c'est un contrat non contraignant. Lorsque nous signons le mémorandum d'entente, c'est la volonté de 2 parties de pouvoir travailler ensemble. Ce n'est qu'une manifestation d'intérêt. Ensuite vient une deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase critique, c'est la phase de collecte d'informations, n'est-ce pas? Cette phase de collecte d'informations peut prendre du temps. Elle peut prendre 1-2 ans, les études de faisabilité, les études d'opportunité, ainsi de suite, qui vont aller nous amener à la 3e phase, qui est la signature des contrats. Un contrat, c'est ce qu'ils appellent maintenant le binding contract. Le binding, to bind, c'est lié. Lorsqu'on a signé le contrat, en ce moment-là, on est lié. Pourquoi le contrat est précédé des études? Parce qu'il faut des précisions. Et c'est comme ça que je dis que c'est à ce niveau-là, c'est à la 2e phase que tout se joue sur la question des contrats léonins. Parce que si nous disons, nous n'allons pas dépenser, n'est-ce pas, pour la production de l'information, ce sont les Américains qui vont dépenser, eh bien, ils nous diront ce qu'ils veulent nous dire. Ça signifie que le gouvernement congolais, à ce niveau-là, doit consentir de pouvoir dépenser de l'argent sur un ensemble d'études, que ce soit des études géologiques et tout ça, pour lesquelles, ne fût-ce que des pré-études. Ce qui est important, ce sont ne fût-ce que des pré-études, afin d'avoir au moins l'idée de ce qu'il y a, au moins l'idée de ce qui va arriver, pour arriver à évaluer les propositions finales. Parce que si les Américains peuvent nous duper, ils nous duperont toujours à la loyale. Il faudra une expertise aussi du côté de la RDC. Il faut une expertise, il faut très peu de politique, et j'insiste, il faut vraiment très peu de politique dans cette affaire. Il sera important que la République démocratique du Congo mette en avant, n'est-ce pas, les personnes qu'il faut, parce que ce sont des négociations de haut niveau. Est-ce que vous savez que à une université telle qu'Harvard, il y a plus ou moins autant d'étudiants congolais que d'étudiants rwandais, c'est-à-dire plus ou moins 1300 étudiants congolais à Harvard, 1300 étudiants rwandais. Mais la seule différence, c'est que les étudiants congolais, ce sont des self-made men. Et les 1300 étudiants rwandais sont envoyés par le gouvernement tel que cela se faisait, n'est-ce pas, à l'époque du Zaïre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de Congolais qui comprennent les États-Unis, qui savent comment les États-Unis font les affaires, n'est-ce pas, mais qui sont éparpillés. Il est temps que la République démocratique du Congo
puisse rassembler ces différents fils qui savent comment faire les affaires avec les États-Unis. Parce qu'il y a un premier volet, c'est la barrière de la langue. Au-delà de la barrière de la langue, c'est la barrière culturelle. Donc, tout cela aura un impact sur le succès de l'affaire. Alors, les 4 dernières questions. Quid de l'ingérence des États-Unis rapidement dans les affaires politiques des pays avec lesquels ils sont en relation? Eh bien, ça, c'est le péché chéri des États-Unis. Nous devons nous y attendre. Les États-Unis vont s'ingérer dans la politique congolaise. Les États-Unis ne sont pas d'accord avec les questions de corruption et de détournement. Et à ce niveau, j'insiste toujours. On a la Foreign Corruption Act de 1977, donc c'est la loi sur la corruption à l'étranger, qui autorise la justice américaine à poursuivre, n'est-ce pas, les Américains pour des faits de corruption ou de détournement même à l'étranger. C'est ça qui fait, n'est-ce pas, des États-Unis ou des investisseurs américains, des gens qui sont vraiment frileux des pots de vin, frileux de pas de porte, frileux de toutes ces questions qui sont carrément, je ne veux pas dire appréciées, mais couramment pratiquées ici en République démocratique du Congo. Les questions de bonne gouvernance, les 15 ans dans lesquels on sera avec eux, ils auront un droit de regard sur la corruption, le détournement. Et là... Ils pourront changer même l'ordre institutionnel. Disons que c'est trop... Il faut qu'on leur pousse à cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que un Américain n'aime pas perdre même $1. Lorsqu'il a investi son argent, il ne veut pas le perdre. Alors, c'est... Je ne veux pas dire utiliser des gros mots, mais si nous faisons trop de politique que de l'économie, nous allons pousser les Américains à s'ingérer davantage, n'est-ce pas? Alors, nous devons nous montrer comme des interlocuteurs capables, des interlocuteurs objectifs. Ceux qui n'aiment pas, c'est comme ils aiment dire, they don't want someone to waste their time. Ils n'aiment pas quelqu'un leur faire perdre leur temps. S'ils se rendent compte qu'ils ont des interlocuteurs qui leur font perdre leur temps, alors s'ils ont déjà mis leur argent, ils vont... C'est en ce moment-là qu'ils peuvent même bouleverser l'ordre institutionnel parce qu'ils vont dire « nous ne voulons pas perdre de l'argent ». Ces gens, nous croyons qu'ils étaient des adultes, mais ce sont des enfants, on doit les guider. Alors professeur, on va rapidement, on vous l'avait déjà dit tout à l'heure, entre l'investissement et le trading, qu'est-ce qui intéresse les hommes d'affaires américains? Vous avez dit que c'était le trading, naturellement. Absolument. Alors, quels sont les verrous à faire sauter pour voir les sociétés américaines venir en masse en RDC très rapidement, professeur? Merci. Les verrous à faire sauter, c'est à ce niveau-là qu'on a besoin du gouvernement américain. C'est la notation de la RDC. La notation de la RDC, c'est qu'à ce jour, un investisseur américain, pour qu'il aille dans un pays, il commence par voir la notation de la RDC par leur gouvernement. Ici, la RDC, la partie est de la RDC est notée zone rouge, et le reste de la RDC, zone orange. Alors, zone rouge, zone orange, ça veut dire que les Américains ne peuvent pas venir. C'est un pays à risque. Pays pas à risque, mais à haut risque. Il faut que ce soit vert, n'est-ce pas? Or, c'est le gouvernement américain qui vient. Voilà pourquoi nous avons besoin du gouvernement américain, n'est-ce pas? Parce que c'est lorsque le gouvernement américain va nous aider à pouvoir sécuriser l'Est que la notation, n'est-ce pas, de la RDC va changer. Il faut bien que la partie ouest, en termes de sécurité, soit verte et l'Est au moins orange pour que n'est-ce pas, les investisseurs puissent venir. Et c'est comme ça que j'ai dit que c'est à ce niveau-là que les Américains peuvent venir. Une petite anecdote, un ami lobbyiste au Texas, pendant que nous étions en train, vous savez, mon intérêt pour l'agriculture, avec l'université agronomique du Texas, qui travaille avec les grandes multinationales, il a mené un lobbying, et puis après, à la prochaine réunion, on l'appelle, on lui dit, mais tiens, nous ne savons plus venir au pays, parce qu'ils devaient venir faire des études agronomiques gratuites ici, parce qu'ils n'ont pas gratuites, mais subventionnées. Alors, ils lui ont dit, mais on a parlé sans avoir vu la notation de votre pays. Mais attendez, on ne peut pas venir, je suis désolé,
avec rouge et orange, on ne peut pas venir. Donc, les discussions se sont arrêtées là, après la notation. Ça, c'est le verrou principal que j'aimerais présenter. Alors, les deux dernières questions. Quel type de juridiction utiliser en cas de contentieux et quelle fiscalité utiliser pour rendre la RDC attrayant? Très rapidement, professeur. Alors, merci. En termes de juridiction, les négociations que nous avons faites avec les entreprises américaines que nous avons aidées à s'installer ici, à chaque fois, il y a une difficulté pour eux d'accepter le droit au HADA. N'est-ce pas? Ce droit au HADA, qui est un droit africain, ils ont généralement du mal. Bon, les États-Unis, en tant que grande puissance, considèrent généralement que tout ce que eux font est bon. Donc, le droit américain. Alors, à la limite, eux ne veulent pas ou n'aiment pas trop le droit au HADA. D'abord, c'est en français, ils ne comprennent rien. Et puis, c'est africain, donc, entre guillemets, de moindre qualité. Ils aiment généralement couper court en disant, écoutez, alors il faut qu'on aille au moins vers le droit international des affaires à travers la Chambre de commerce de Genève, n'est-ce pas, qui fixe un cadre d'arbitrage. Généralement, c'est cela, mais ça reste une question ouverte et le gouvernement doit savoir que le droit au HADA ne va pas nécessairement intéresser les Américains et ils chercheront à ce qu'une discussion profonde se fasse à ce niveau-là, parce que le Sénégal, comme lieu d'arbitrage, ne va pas les convenir. Alors, professeur, en une minute, en Lingala, États-Unis et RDC, Banigi va signer accord mine contre soutien diplomatique na économique. Est-ce que l'Américain va pesa solo pe ba ya kutambo na bango awa? Oui, et si kawana to pesi longonya na chef de l'État na négociation azako sala kasi tolobi boye ba américain balingi baya na Congo po batia mosolo na bango au moins 500 milliards de dollars bakotia yango pendant 15 ans. Eza malamu. Kasi ekosenga RDC ebongama malamu. Ebongama malamu pona nini? Po ba contrat po ezala ya kitoko ekosenga ko maîtriser information, ko maîtriser ba données. Eza na makambo ba américain ba ko yebisa biso te. Eza makambo biso il faut to yeba. Po soki to yebite to ko signer ba contrat ya mabe. Yango wana to yebisa to senga na mokonja mboka soki il faut construire task force, donc organisation moko eba na ko travailler sikoyo. Eza pe na makambo mususu lokola ko sala plan de développement stratégique au moins sur 20 ans. Po biso toyeba, po américain ayebi neni ako se retrouver. Mais biso est-ce que toyebi nenge toko se retrouver? Musala wana il faut to sala yango sikoyo. Et puis yasuka américain bien qu'à quoi investir, investissement ils ont temps, mais à cause on a besoin il y a minerai sikoyo. Et ko senga que gouvernement nenga se organiser ça MAP ayebi ba coopérative, aye ba kotia mécanisme à préfinancement pour que tous à la capable il y a kotia koltan na mesa lokola Rwanda nenga salaka. Je rappelle que notre invité c'est le professeur Patrick Onoya. Avec vous nous allons suivre le panel aménageur avec Béro Matonda. Il n'y a pas eu changement des prix des produits de première nécessité cette semaine. Les prix sont repartis comme suit. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2500 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg coûte 51 000 francs congolais. La mesurette coûte 2500, 3500 ou 4000 francs congolais selon la qualité de la semoule. Un seau de cossette de manioc coûte 22 000 francs congolais. Le carton des cuisses des poulets coûte $22 et le kilo est à 8 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage coûte $28. Le poulet est à 13 500 francs congolais. Un carton de tripes coûte actuellement $28. Il était à $25. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte $75 et le kilo est à 30 000 francs congolais. Il était à 22 000 francs congolais. Un carton de chinchard de 20 kg coûte 190 000 francs congolais. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 70 000 francs congolais comme la semaine passée. La mesurette ou sakombi coûte 2 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de sel coûte 2 800 francs congolais. La mesurette ou sakombi coûte 1000 francs congolais. Un sac de haricots varie entre 200 et $260. Une mesurette ou copeaux coûte 3 500, 4 000 voire 5 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 kg coûte 136 voire 145 000 francs congolais. Celui de 5 litres coûte 32, 33 voire 34 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 voire 5 000 francs congolais. La mesurette ou sakombi revient à 2 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 francs voire 5 000 francs congolais. Celle d'oseille coûte 1 000 francs. Celle des épinards coûte
3 000 francs congolais. Le feuille des patates douces coûte 1 000 francs, voire 2 000 francs congolais la botte. Un tas de fumbois ou feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Un tas de bananes plantain coûte 3 000, 5 000, voire 10 000 francs congolais. Un tas de pommes de terre coûte 2 000, 3 000 ou 5 000 francs congolais. Une chikwang bateki est vendue à 1 000, 1 500 ou 2 000 francs congolais. Une orange coûte 200, 300, 500 francs ou 1 000 francs congolais. Une mandarine coûte 300, voire 500 francs congolais. Et un pain coûte 500 francs congolais ou plus. Merci bien, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors professeur, on termine cette émission avec cette seule question directe. Suppression des structures dans le cadre des mesures urgentes additionnelles de redressement des finances publiques, une décision judicieuse, oui ou non? Une décision très judicieuse parce que augmentation du budget de l'État ne veut pas dire augmentation de dépenses. Ainsi, il est important pour moi que cela soit fait, mais surtout que des mesures d'encadrement soient faites pour que pareille chose n'arrive pas, n'est-ce pas? Merci professeur Patrick Onoya, vous êtes lobbyiste, vous êtes stratège, vous êtes capé dans le secteur des investissements. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup. Merci à Miguel Mena, le réalisateur côté audio. Merci à Pascal Kalambaï qui était à la vidéo avec Patrick Mugongo. Merci aussi à Grace Lema qui était au niveau du son. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Kambago.